On va donc parler maintenant du laser vaginal dans la prise en charge de tous ces effets secondaires. N'hésitez pas à garder vos questions ou à intervenir vous aussi à tout moment. Caroline Trichot, quel est le lien, parce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser, quel est le lien entre le cancer du sein et la sphère génitale ? En effet, ça paraît pas complètement intuitif qu'il y ait un lien entre le cancer du sein et la sphère génitale, et pourtant c'est une situation qui est extrêmement fréquente. En effet, donc on a beaucoup parlé des traitements des cancers du sein, et initialement il y a bien évidemment le traitement local avec la chirurgie et la radiothérapie, mais fréquemment on a recours également à des traitements systémiques qui sont les chimiothérapies et les traitements hormonaux anti-œstrogéniques. Et ces traitements-là peuvent entraîner en fait une ménopause chimio-induite qui elle-même peut entraîner des conséquences au niveau de la sphère génito-urinaire. Et on s'est aperçu finalement dans ce cancer du sein dont on a dit qu'il était extrêmement fréquent, dont on sait qu'il a quand même un bon pronostic grâce à un diagnostic qui est souvent réalisé précocement, et bien que finalement 75% des patientes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein présentent ce type de symptômes. Vous allez maintenant nous parler du mécanisme, Élise Larosé. Donc les symptômes génitaux dont on va un petit peu plus parler après sont fréquents, comme on vient de le dire, sont connus et leur mécanisme est également connu. Parce qu'en effet, ce sont les mêmes symptômes qu'on peut retrouver dans un syndrome assez général qui s'appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, dont le mécanisme est bien connu parce qu'il s'agit d'une carence en œstrogène. La carence en œstrogène, qu'elle soit induite de façon physiologique au moment de la ménopause, ou alors qu'elle soit spontanée au moment de la ménopause ou induite par les traitements dont on a parlé, elle entraîne des modifications qui sont physiologiques, à savoir une diminution au niveau des sécrétions vaginales, une modification du pH vaginal, une diminution au niveau de l'élasticité de la paroi vaginale et des tissus et au niveau de la lubrification. Ces mécanismes peuvent être déjà présents ou en effet induits par les traitements luttant contre les récidives ou permettant de traiter le cancer du sein. Quels sont les symptômes ? Et puis, on peut parler aussi, bien sûr, de l'impact engendré par ces traitements. C'est les symptômes du coup qui correspondent à cette carence en œstrogène concernent une majorité des patientes prises en charge pour un cancer du sein, comme on vient de le voir. Les symptômes principaux correspondent à des sécheresses au niveau vaginal, des brûlures, des vulvodynies, des infections urinaires à répétition, également des douleurs pendant les rapports sexuels. L'impact pour ces patientes est assez important sur le plan anatomique, sur le plan fonctionnel, sur le plan psychologique également. C'est des patientes qui décrivent un retentissement sur leur qualité de vie globale, sur la qualité de leur vie sexuelle, sur l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ces symptômes peuvent donc apparaître au moment de la prise en charge du cancer du sein ou être aggravés du fait que la majorité des cancers du sein touchent les patientes âgées de plus de 50 ans qui peuvent déjà être impactées par ce type de symptômes avant leur diagnostic. Quelle est la stratégie thérapeutique initiale pour améliorer l'atrophie locale ? Effectivement, comme vous le dites bien, l'objectif c'est d'améliorer la trophicité locale. Donc en première intention, on utilise des traitements topiques locaux qui sont simplement des lubrifiants qui peuvent être à base d'acide hyaluronique. C'est des traitements hydratants. La problématique de ces traitements-là, même s'ils sont facilement disponibles, facilement utilisables, c'est qu'en fait, ils n'ont qu'un effet temporaire et il va falloir les utiliser à chaque fois que le symptôme apparaît. Ils ne vont pas avoir d'effet à moyen et long terme sur le symptôme de la sécheresse vaginale. En association de ces traitements topiques locaux, il est très important d'optimiser le microbiote vaginal par des traitements, les probiotiques tout simplement, et qui vont permettre également d'améliorer en synergie avec les topiques locaux la trophicité vaginale. Il faut savoir que le traitement étiologique principal pour ces situations, c'est une supplémentation en œstrogène, souvent par voie locale, mais qui est contre-indiquée pour nos patientes qui sont prises en charge pour un cancer du sein ou qui ont un antécédent de cancer du sein. Les thérapeutiques sont donc assez limitées pour ces patientes et toutes ces thérapeutiques premières de réhydratation sont vraiment une prise en charge primordiale et à débuter en première intention pour ces patientes. Ça agit comment, le laser vaginal ? Quels sont les mécanismes d'action ?
Donc oui, comme le dit Élise, on est limité au niveau des traitements du fait de l'antécédent de cancer du sein et c'est là où arrive toute la place du laser vaginal. Donc le laser, alors on en parle là au niveau vaginal, mais en fait il est utilisé en médecine dans énormément de situations. En fait c'est l'effet d'une onde lumineuse sur un tissu qui produit à la fois un effet thermique que l'on peut plus ou moins associer à un effet ablatif. Et ça va entraîner en fait une stimulation des fibroblastes qui va améliorer, stimuler la régénération cellulaire. Et donc cette stimulation de la régénération cellulaire va augmenter la production d'élastine, de collagène, d'acide hyaluronique. Et ça va entraîner une amélioration de l'élasticité des tissus. Ça va entraîner également une augmentation de l'hydratation et de la lubrification. Alors au niveau vaginal, puisque c'est l'organe qui nous intéresse dans cette situation. Le laser, il agit également en stimulant la microcirculation qui, pareil, va contribuer à améliorer la trophicité des tissus. Globalement, c'est bien toléré ? Oui, c'est une procédure qui est peu invasive, qui est non douloureuse et dont la tolérance a été très bien évaluée dans la littérature. Élise Larosé, justement, quelle est la place et l'intérêt de ce laser vaginal ? Alors, le laser vaginal a été étudié par plusieurs études, plusieurs méta-analyses dans la population générale de patientes ménopausées symptomatiques de leur syndrome génito-urinaire de la ménopause, avec des résultats qui sont relativement satisfaisants, avec une réduction significative des symptômes décrits par les patientes au niveau de ces sécheresses, brûlures, irritations vaginales. Les patientes décrivent également une amélioration de leur qualité de vie, avec une amélioration au niveau du confort sexuel, en utilisant des scores d'évaluation standardisés. Une méta-analyse qui a travaillé sur 6 essais qui recensaient plus de 250 patientes a montré une efficacité comparable entre une procédure laser et un traitement par oestrogène local qui est quand même, du coup, comme on l'a dit, le traitement de référence de cette pathologie. Et en cas d'antécédent de cancer du sein, qu'en est-il ? Cette procédure laser, elle a été également étudiée sur la population cible dont on parle ce soir, de patientes en cours de traitement ou avec un antécédent de cancer du sein. La satisfaction est importante également, avec plus de 75% des patientes qui sont satisfaites de l'effet apporté par ces procédures laser, avec également une amélioration des symptômes décrits qui sont les mêmes. Donc on l'a dit, la sécheresse, les brûlures, les douleurs pendant les rapports sexuels. Les patientes décrivent une reprise ou une amélioration de la qualité de leur vie sexuelle, avec peu d'effets secondaires rapportés, comme on l'a dit. Et une étude a également montré une efficacité comparable des procédures laser versus les traitements topiques locaux dont on a parlé, et notamment l'acide hyaluronique. Juste une question pour vous, les oncologues. Est-ce que vous êtes amenés à parler de ce laser avec vos patients ? J'imagine que vous parlez beaucoup des effets secondaires. Quel est votre regard sur ce laser ? Nous, on est vraiment très impactés par ce type de problématique. Ça peut paraître un peu banal. On a des patientes, on parle de survie, on parle de guérison, donc on fait des chimios. Et quand on arrive au traitement hormonal, souvent on a tendance à banaliser. Or, ces patientes-là, qui souffrent en tout cas de ces effets secondaires, on leur dit qu'il faut qu'elles soient contentes, elles sont guéries, ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas, elles ont des traitements efficaces. Sauf que ces effets secondaires-là peuvent vraiment complètement perturber leur quotidien. Ça les bouleverse complètement sur le plan de leur vie de couple, sur leur vie au quotidien. C'est vraiment un très gros stress, ça les perturbe énormément. Donc nous, on est souvent confrontés à ça, à ces plaintes, souvent des patientes jeunes, qui, bien qu'elles sont très bien traitées, n'ont plus de vie. Et donc, elles peuvent être amenées à arrêter leur traitement, leur hormonothérapie par exemple, et donc remettre en cause le pronostic vital carrément de leur maladie à cause de ça. Donc c'est une vraie plainte qui est très spécifique, devant laquelle on est souvent démunis. Et effectivement, on en parle un petit peu, pas beaucoup encore. On essaye un peu tous les moyens, on change de molécules, on essaye les gels locaux, et on est très content que ça arrive aux franco-britanniques, parce que je pense que ça répond vraiment à une vraie problématique et à un vrai confort de vie pour les patientes. Hélène Marijon, vous aviez un mot à apporter concernant ce nouvel outil ? Je partage ce que dit Nathalie. C'est vrai que jusqu'à présent, nous on se sentait assez démunis vis-à-vis de ces symptômes rapportés par les patientes. Alors, je ne sais pas depuis quand exactement s'est développé le laser, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, surtout depuis, on va dire, 5 ans ou ces 5 dernières années.
et certaines patientes qui ont pu avoir du laser par d'autres gynécologues sont en effet très satisfaits des résultats. Et donc, on est très, très heureuse en effet. On va parler maintenant des recommandations scientifiques. Mais bien sûr. Juste rajouter un petit mot, c'est que au Franco-Britannique, justement, depuis peu, on a mis en place des ateliers avec, entre autres, des consultations d'oncosexualité, justement réservées à ces problématiques. Parce que d'abord, nous, on ne connaît pas très bien, nous les oncologues, on connaît plein de chiffres, les survies, les machins, mais l'oncosexualité en pratique, on n'est pas tous formés. Et ça correspond à une vraie plainte, que ce soit pour les patientes qui sont suivies pour cancer du sein, pour les patientes, des patients masculins suivis pour cancer de la prostate ou urologique et autres, etc. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus sensibilisé à ce genre de problématiques parce que voilà, il y a une vraie demande de la part des patients. Les recommandations scientifiques, maintenant, Caroline Trichot. Donc effectivement, comme on l'a dit, il y a pas mal de preuves dans la littérature de l'efficacité et de la tolérance de ce traitement. Et le Collège des gynécologues obstétriciens français a émis en 2021 des recommandations qui vont dans ce sens, avec en deuxième intention, chez les patientes qui ont une contre-indication, notamment à l'usage de l'œstrogénothérapie, ce qui concerne particulièrement toutes les patientes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein, d'utiliser le traitement par laser pour le traitement des symptômes génitaux urinaires qu'elles ont en conséquence de leur traitement. On insiste beaucoup sur le fait qu'il faut associer à ce traitement-là les traitements de première intention dont on a parlé, parce qu'il est vraiment important d'avoir une préparation vaginale optimale pour éviter les quelques effets secondaires qui peuvent survenir avec le laser. En pratique, elles se déroulent comment, ces séances ? En pratique, une séance de laser se déroule en consultation, donc avec un gynécologue qui est équipé d'un laser. Vous voyez sur la petite image, voilà, un laser, ça prend pas beaucoup de place. Il y a donc le socle et puis du coup une sorte de bras articulé sur lequel on peut installer la sonde qui va être introduite dans le vagin de la patiente. La séance dure en moyenne 15 à 20 minutes. Avec du coup cette sonde qui va du plus profond du vagin jusqu'à l'entrée du vagin. Il est en effet primordial d'avoir effectué cette préparation en amont sur l'hydratation, sur la restauration de la trophicité vaginale pour limiter les désagréments qui peuvent être notamment des brûlures. Il faut savoir, voilà, c'est une procédure qui est bien tolérée, qui est peu invasive, peu douloureuse quand cette préparation a été faite correctement. Une séance laser sur une patiente qui a une atrophie sévère, qui n'a pas été supplémentée localement, c'est non réalisable dans le sens où la patiente va vraiment décrire des brûlures et ne pas tolérer du tout le déroulement de la séance. En pratique, ces séances, elles se renouvellent 3 ou 4 fois, espacées d'1 mois, et il est souvent nécessaire et recommandé de réaliser une séance d'entretien au bout d'1 an afin de maintenir les effets positifs induits par ce traitement. Caroline, les bénéfices et les limites du laser, on peut en parler ? Oui, on peut en parler. Alors, comme on l'a dit, quand même un des gros plus de ce traitement, notamment dans la situation qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est l'absence de contre-indication. Ce traitement, donc, il peut être proposé à toutes les femmes, et en particulier quand elles ont une contre-indication à l'œstrogénothérapie générale ou locale. Il peut être associé aux autres traitements locaux avec un effet, une action synergique sur l'efficacité thérapeutique. C'est un traitement qui a peu d'effets secondaires quand il est mis dans des mains entraînées et formées. Et on assiste quand même à un essor de ces ressources auprès des patientes. Effectivement, encore assez balbutiant, mais on a bon espoir que ça se développe. Aujourd'hui, la grosse limitation, c'est l'accessibilité de ce traitement, principalement liée à son coût, sans remboursement par la sécurité sociale ni les assurances privées, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore une grosse limitation liée à cette problématique-là, mais on imagine qu'elle va se résoudre dans les prochaines années parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus et qu'il y a des établissements qui ont envie d'apporter cette possibilité aux patients de prise en charge dans l'après-cancer. Le coût.
Alors en fait, ce qui coûte cher, on n'est pas forcément là pour donner des détails précis, mais ce qui coûte très cher dans le laser, c'est les machines. Donc après, une fois qu'on a la machine, et le problème d'une machine, c'est qu'il faut que ce soit rentabilisé. Donc le problème, c'est quand il n'y a pas de cotation CCAM, c'est-à-dire qu'une patiente qui va venir pour une séance de laser, vous allez pouvoir lui facturer une consultation, pas plus. Il n'y a pas d'acte associé. Et donc forcément, rentabiliser une machine qui est très chère avec un acte qui n'existe pas, c'est pas rentable. Alors ça dépend si c'est dans une structure privée ou publique. Voilà. Notre conférence touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le laser vaginal ? Le premier message important, c'est que ces situations de symptômes vaginaux touchent une partie importante des patientes qui sont prises en charge pour un cancer du sein. Le chiffre de 75% est un chiffre important à avoir en tête. Voilà, 3/4 des patientes qu'on côtoie et qu'on voit en consultation sur le plan chirurgical ou oncologique sont symptomatiques avec ce type de symptômes. C'est un sujet qui ne doit pas être tabou et qui doit être évoqué de manière systématique par les praticiens qui prennent en charge les patientes dans ces situations-là. Elles n'arrivent pas forcément à l'évoquer et c'est quand même aux professionnels de santé de le suggérer. Un des messages importants à avoir en tête, c'est le traitement de première intention, qui est quand même toutes ces techniques et ces procédures de réhydratation, de traitement de la trophicité vaginale qui sont primordiaux pour toutes les patientes et en particulier pour nos patientes qui sont prises en charge pour un cancer du sein. Et en deuxième intention, du fait de la contre-indication à l'œstrogénothérapie locale dans cette population spécifique de patientes, le traitement de référence, c'est le laser vaginal, dont l'efficacité et la tolérance ont été bien démontrées dans la littérature. Merci à vous. Des questions ? N'hésitez pas si vous avez des questions avant de se retrouver autour d'un petit verre. Des questions à nos spécialistes. N'hésitez pas à lever le bras, qu'on vous voit bien. J'en profite pour vous communiquer le numéro du dispositif Allo Mammo, le 01 46 39 22 09. 46 39 22 09. C'est un moyen d'obtenir un rendez-vous dans un délai maximum de 48 heures, un rendez-vous de mammographie. Retenez bien ce numéro. Toujours pas de questions ? Eh bien, il me reste à vous remercier. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous tous. Merci à vous également d'être restés jusqu'au bout, vraiment, de la conférence. Et on peut se retrouver donc autour d'un petit verre. Bonne fin de soirée, bonne continuation. Merci à toutes les équipes de l'hôpital franco-britannique et au service communication. Merci à tous.